qui choisit et la frappe encore se dérobe. Ouais. Mais c'était le... Bonsoir tout le monde. Encore juste quelques réglages. Donc le temps de... Donc nous étions tout à l'heure en train de suivre notre collègue, éminent collègue, Monsieur Nyambofal. Oui, bonjour Monsieur Laibamba. Donc désolé encore chers followers donc, de Marketing TV Monde. Donc pour ce petit retard encore, mais cette fois-ci qui est indépendant donc de ma volonté, n'est-ce pas? Le retard est juste dû au fait que Monsieur Fall également a démarré donc un peu tard. Bon, toujours donc les aléas du direct, donc c'est toujours comme ça. Oui, voilà. Donc merci en tout cas donc d'être présent aujourd'hui encore une fois. Donc pour partager donc ces moments ensemble. Bon, en tout cas, nous avons donc notre manière de gérer donc le confinement avec vous, n'est-ce pas? Toujours en tout cas présent donc ici pour partager donc les modestes connaissances que nous avons. Donc surtout dans le domaine des transports, dans le domaine de la logistique, dans le domaine donc des assurances transport, mais toujours donc c'est dans le cadre donc de l'activité de transport, n'est-ce pas? Alors merci Laibamba qui me dit donc le quart d'heure académique, effectivement. Donc généralement c'est ce que nous disons lorsqu'on accuse donc un petit retard donc de 15 minutes. En tout cas c'est le seuil de tolérance. Donc merci beaucoup. Alors nous allons donc continuer en tout cas nos lives, nos vidéos. Donc nous avions entamé, je pense qu'aujourd'hui même c'est le 3e live que nous sommes en train de faire. Donc toujours sur le thème donc des assurances transport. Alors, en tout cas les assurances transport, donc comme on l'avait évoqué lors de notre première vidéo, ça ne peut pas se tenir donc sur juste une vidéo donc d'1 heure de temps. Donc il faut impérativement donc qu'il y ait plusieurs passages. Bon, jusqu'à présent, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas encore parlé donc d'assurance des marchandises. Donc jusqu'à présent, donc je suis en train de parler donc de l'assurance corps de navire, n'est-ce pas? Alors, si je me rappelle très bien, donc la séance précédente, on avait parlé des différents risques couverts donc en assurance corps de navire. Je pense bien qu'on avait identifié donc 5, n'est-ce pas? Je crois bien que c'était ça. Maintenant, nous allons donc continuer donc avec un autre point, donc concernant toujours l'assurance donc des navires, l'assurance, n'est-ce pas, donc des navires, ou bien assurance corps de navire, donc comme le disent donc les assureurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de la limitation donc des engagements de l'assureur. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est quoi exactement? Donc se présente donc auprès d'une compagnie d'assurance donc pour assurer son navire. Évidemment, ils vont discuter, donc ça on va en parler donc plus tard. Il y aura certainement donc des pourparlers, donc ils vont échanger, donc l'assuré donc va donner le maximum donc d'informations concernant donc son navire. L'assureur également donc de son côté, il va essayer donc d'étudier, donc regarder, bon, est-ce que ce navire là il peut l'assurer, donc dans quelles conditions. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait également donc définir, n'est-ce pas, donc des valeurs. Mais avant même donc de parler, n'est-ce pas, donc de valeur du navire, je voudrais d'abord marquer, n'est-ce pas, donc en tout cas mettre le point, donc mettre l'accent sur la limitation donc des engagements de l'assureur. Parce que donc les assureurs, vous venez avec un bien, n'est-ce pas, donc ils vont vous assurer. Donc ce qui est sûr et certain, en cas de dommage, normalement, ils devraient, quoi qu'il en soit, en tout cas donc vous rembourser donc tout ce que vous avez donc perdu. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en assurance corps de navire, donc les assureurs donc ont plafonné donc le montant qu'ils doivent indemniser, n'est-ce pas? Donc c'est ce que j'entends par limitation donc des engagements de l'assureur. Alors maintenant ce plafond là, bon, je vais essayer donc de l'expliquer autrement.
Donc, ceux qui évoluent donc en droit des transports, en tout cas dans les transports, savent que en droit des transports, quelle que soit donc la convention, le montant, n'est-ce pas, que le transporteur donc devrait vous indemniser, donc si vous avez donc eu des dommages, donc est plafonné, n'est-ce pas? N'est-ce pas, donc est limité donc à un montant. Je donne donc l'exemple d'une convention. La convention, par exemple, donc de Bruxelles, donc 25 août 1924, n'est-ce pas, donc modifiée par les protocoles de Visby, n'est-ce pas, et de La Haye. Alors, Bruxelles, donc le plafond, donc je le rappelle, donc c'était quoi exactement? Donc 666,67 DTS donc par colis ou 2 DTS donc par kilogramme brut de marchandises endommagées. Donc la limite la plus grande étant applicable. Je prends, n'est-ce pas, donc une autre convention, par exemple, donc les règles de Hambourg, la convention des Nations Unies, n'est-ce pas, donc signée à Hambourg. Alors, la convention de Hambourg, donc, en tout cas, en cas de dommage, donc le plafond est de 835 DTS, n'est-ce pas, par colis endommagé, ou 2 DTS, donc par 2,5 DTS, autant pour moi, donc par kilogramme de marchandises, n'est-ce pas, endommagé. Là également, donc, la limite la plus grande étant applicable. C'est le même principe également avec les assurances. C'est le même principe, n'est-ce pas? Alors, maintenant, cette limitation, n'est-ce pas, des engagements de l'assureur sera fonction donc du type de navire. Alors, si vous vous rappelez très bien, lors des séances précédentes, on avait identifié plusieurs types de navires. Donc, il y a plusieurs typologies donc de navires. Donc, il y a les navires de, comment on l'appelle, donc les porte-conteneurs. On a, n'est-ce pas, donc les navires vraquiers, donc les vraquiers solides, donc les vraquiers liquides. On avait cité donc les tankers. On avait cité, n'est-ce pas, donc les ro-ro. On avait cité donc les méthaniers. On avait cité donc pas mal de navires, n'est-ce pas? Mais maintenant, en assurance corps de navire, donc l'assureur ne fait qu'identifier donc 2 types de navires. L'assureur donc identifie donc les corps de commerce donc d'une part et d'autre part donc les corps de pêche. Alors j'avais dit que donc dans toute règle, donc pour maîtriser donc la règle, il faut simplement donc maîtriser donc l'exception. Alors qu'est-ce qu'un navire de pêche ou bien corps de pêche? Donc un navire de pêche, on avait dit que donc c'est des navires dont l'activité est exclusivement donc dédiée à la pêche. Donc, si on sait identifier donc les corps de pêche, donc les chalutiers, donc les, comment on l'appelle, donc les thoniers, etc. Donc, tous les autres navires que vous avez après, donc seront classés, n'est-ce pas, donc dans la rubrique donc des navires de commerce, n'est-ce pas? Je parle évidemment donc des navires marchands, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Alors, maintenant, je disais tantôt que le plafond donc est fonction du type de navire. Soit on est en corps de commerce ou bien on est en corps de pêche. Maintenant, lorsqu'on est en corps de commerce, n'est-ce pas, le montant, n'est-ce pas, que l'assureur devrait indemniser, n'est-ce pas, en cas de sinistre, donc ne peut dépasser, n'est-ce pas, le double de la valeur du navire, donc si on a plusieurs portions. Alors, je m'explique. Supposons par exemple, donc j'avais un appel là en cours, donc qui a complètement donc perturbé donc mon live, donc je suis désolé. Hein. Alors on reprend. Donc je disais, donc si on a un corps de pêche, n'est-ce pas, et que par exemple il y a un accident, il s'agit par exemple peut-être d'un porte-conteneur, donc il y a eu un accident donc en cours de navigation. Alors, à la suite donc de cet accident, l'assuré donc vient présenter donc des postes de réclamation donc à son assureur. Il lui dit, alors j'ai 50 millions donc d'avaries particulières, n'est-ce pas? Il lui dit encore, j'ai 10 millions donc de contributions aux avaries communes, ou bien 10 millions d'avaries communes donc de manière générale. Donc ça fait 60 millions. Il lui dit encore, un tiers a exercé un recours contre mon navire donc pour dommages matériels, n'est-ce pas? Et le montant donc du recours, n'est-ce pas, s'élève à 10 millions encore. Alors, il a présenté donc plusieurs postes de réclamation, dont des avaries particulières avec un montant, des avaries communes avec un montant, recours de tiers donc pour dommages matériels aussi un montant. En principe, pour chaque montant présenté, l'assureur donc devrait indemniser.
Bien évidemment aussi, donc si, n'est-ce pas, la garantie souscrite également donc le permet. Vous voyez? Donc pour chaque poste, donc l'assureur donc devrait indemniser en réalité. Mais à une condition, que le poste de réclamation présenté donc par l'assuré ne dépasse pas donc la valeur d'assurance donc du navire. Pour chaque poste. N'est-ce pas? Je reprends, je dis. Il a présenté donc plusieurs postes. Il dit, il y a eu des avaries particulières, 50 millions. Il y a eu donc des avaries communes, 10 millions. Il y a eu donc des avaries, un recours exercé par un autre navire. Donc ça s'élève à 10 millions. Ça fait au total 70 millions, n'est-ce pas? Exemple, la valeur d'assurance du navire donc est égale à 100 millions. N'est-ce pas? Alors, pour les 50 millions, ça ne dépasse pas donc la valeur d'assurance. Donc l'assureur donc devrait indemniser. Le montant que l'assuré donc a présenté aussi pour les avaries communes, donc j'ai dit exemple 10 millions. Alors là aussi, l'assureur devrait indemniser. Pourquoi? Parce que simplement, ça ne dépasse pas donc la valeur d'assurance donc du navire. Le recours exercé donc par un tiers, donc pour dommages matériels aussi, s'élève à 10 millions. Donc que se passe-t-il? Là aussi, l'assureur donc va indemniser. Pourquoi? Parce que ça ne dépasse pas donc la valeur d'assurance. Alors, je reprends. Pour chaque poste de réclamation que l'assuré donc va présenter à son assureur, ce dernier donc doit indemniser, mais à une condition, que le poste en question ne dépasse pas donc la valeur d'assurance du navire. Maintenant, pour le cumul, donc pour l'ensemble donc des postes, il a dit donc avarie commune, 10 millions, recours de tiers, 10 millions, j'avais dit tantôt, oui, avarie particulière, donc 50 millions. Donc ça fait au total 70 millions. Maintenant, il faudrait aussi considérer aussi quelque chose. Si on fait donc le cumul, ça fait 70 millions. Donc en principe, donc l'assureur donc devrait également indemniser, n'est-ce pas, donc tous les 70 millions présentés par l'assuré, parce que simplement, ça ne dépasse pas donc le double de la valeur d'assurance donc du navire. Donc pour chaque poste réclamé, pour chaque poste donc présenté, pour chaque poste de réclamation présenté donc par l'assuré, donc le montant ne doit pas dépasser donc la valeur d'assurance. Mais pour le cumul, n'est-ce pas, donc de tous les postes que l'assuré donc a présenté, ça ne doit pas dépasser donc le double de la valeur d'assurance du navire. Mais c'est juste pour les navires donc de commerce, donc pour les corps de commerce. Maintenant, qu'en est-il donc pour les corps de pêche? Pour les corps de pêche aussi, c'est le même principe. Alors, l'assuré donc va présenter pour son chalutier donc des postes de réclamation à la suite donc d'un accident. Donc, il donne 20 millions, n'est-ce pas, d'avaries particulières, 30 millions donc d'avaries communes, n'est-ce pas, 100 millions donc exercés par un autre navire, un recours exercé par un autre navire pour dommages matériels, parce que peut-être qu'il y a eu un abordage. Donc, vous voyez, alors que la valeur d'assurance donc du navire ne s'élève qu'à 80 millions, par exemple. Vous suivez? Valeur d'assurance du navire, exemple, 80 millions. Lui, il présente donc des postes, donc pour son chalutier, donc, n'est-ce pas, qui a eu un accident avec un autre navire. Il a présenté, n'est-ce pas, donc, autant pour moi, donc, des postes. Maintenant, pour chaque poste, ça ne doit pas dépasser, donc, la valeur d'assurance. Si je me rappelle très bien, j'ai évoqué un poste où le montant est égal à 100 millions. Alors que se passe-t-il? On va le ramener, donc, à la valeur d'assurance, donc, du navire. Donc, 80 millions. Maintenant, si on fait, donc, le cumul, n'est-ce pas, des postes, 50 millions, 20 millions, 80 millions, alors ça donnera combien? Donc 50 plus 20, ça fait 70. 70 plus 80, donc ça fait 150 millions. Mais 150 millions, donc ça dépasse quoi? Ça dépasse donc la valeur du navire. Maintenant, pour les corps de pêche, le montant total donc dû par l'assuré donc en cas de sinistre ne peut dépasser donc d'une fois donc la valeur du navire. Donc je reprends. Alors, je parlais donc des plafonds. Donc le plafond donc est question donc de la valeur d'assurance donc du navire. Donc vous me suivez? N'est-ce pas? Donc si c'est des corps de commerce pour chaque poste de réclamation, le montant ne doit pas dépasser donc la valeur d'assurance. Maintenant pour le cumul, le montant ne doit pas dépasser donc le double de la valeur d'assurance. Mais par contre pour les corps de pêche, le montant, n'est-ce pas, est limité pour chaque poste donc à la valeur d'assurance, mais pour l'ensemble également donc des postes à la valeur d'assurance donc du navire.
Je pense que donc je me suis fait bien comprendre. Bon, c'est vrai que si on avait illustré donc avec un cas pratique, un exercice, donc je pense que la prochaine fois, c'est ce que j'essaierai même donc de faire. Essayer donc de, je sais pas donc comment je vais le faire, mais je vais essayer quand même avec un exercice et que tout le monde puisse suivre, hein, donc ce que je dis. Mais c'est très simple, hein, sérieusement, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, n'est-ce pas? Donc merci en tout cas donc nos followers, hein, donc merci Pathé. Voilà, on dirait qu'aujourd'hui c'est toi qui as suppléé donc Zofoud Dramé, Monsieur Khalifa Dramé, parce qu'apparemment il a brillé par son absence, hein, sérieusement. Alors je continue. Nous allons maintenant aborder alors un autre point, toujours concernant donc l'assurance corps d'un navire. Alors maintenant, qu'en est-il donc du bien assuré? Le bien assuré, évidemment, c'est ici dans ce contexte, donc c'est le navire. Hein? Donc ce navire-là, il faudrait impérativement que l'on ait sa valeur. Parce que si vous voulez assurer donc un bien, donc auprès d'une compagnie d'assurance, mais c'est normal que la compagnie, n'est-ce pas, donc puisse avoir donc le montant, n'est-ce pas, ou bien la valeur de ce bien. Alors forcément, donc la compagnie d'assurance donc essaiera de voir quelle est la valeur donc de ce navire. Maintenant, comment connaître donc cette valeur? Alors, l'assuré, c'est-à-dire donc l'armateur, il peut venir auprès donc d'une compagnie d'assurance et lui dire, par exemple auprès de AXA, ou bien PA, ou bien donc les autres compagnies. Je vais assurer donc mon navire là. Il va évidemment me poser donc beaucoup de questions. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est simplement donc la valeur. Mais ce qui est sûr et certain, la compagnie donc demandera donc beaucoup d'informations sur le navire. Est-ce que c'est votre navire? Est-ce que vous l'avez affrété? Est-ce que c'est vous qui le gérez? Est-ce que il est de quelle nationalité? Pour vérifier évidemment si le navire donc ne bat pas pavillon de complaisance. Mais comme je dis, ce qui nous intéresse ici particulièrement donc c'est la valeur. Alors l'armateur vient auprès donc de la compagnie et lui dit je veux assurer donc mon navire. Alors la compagnie dit bon, c'est ce navire que vous voulez assurer, donc quelle est sa valeur, n'est-ce pas? Et l'assuré lui dit la valeur est de 100 millions d'euros par exemple. Bon, l'assureur regarde, bon, tourne la tête, regarde et dit bon, ok, d'accord, donc je vous le concède. Donc ce navire là, sa valeur d'assurance donc est égale à 100 millions. Parce qu'en fait, la façon de l'assurer normalement n'a pas intérêt aussi quand même à tricher sur la valeur d'assurance du navire. Pour la bonne et simple raison, le montant de la prime d'assurance également sera calculé en fonction donc de cette valeur. Donc il n'a pas intérêt donc à tricher sur la valeur d'assurance du navire. Alors il dit donc 100 millions d'euros et l'assureur lui dit ok, ça marche. Alors la valeur d'assurance donc du navire a été décidée donc d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré donc lors de la souscription. C'est ce qu'on appelle la valeur agréée. Vous suivez? C'est une valeur donc qui est décidée donc d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré donc lors de la conclusion donc du contrat d'assurance. En conséquence, ou bien par conséquent, les parties donc renonceront à discuter même de cette valeur en cas de sinistre. Donc l'assureur indemnisera en fonction de cette valeur sans pour autant que l'assuré donc n'ait à justifier réellement que cette valeur donc est celle du navire. Donc vous voyez? Donc si maintenant l'assuré donc vient donner une valeur et que l'assuré donc accepte cette valeur-là, alors c'est la valeur d'assurance du navire. Donc cette valeur-là est une valeur agréée. N'est-ce pas? Il n'y a pas donc application, n'est-ce pas, possibilité donc d'application de la règle de proportionnalité. Donc sauf en cas d'abri commune. Bon, ça, on en reparlera. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que lorsque l'assureur et l'assuré, donc d'un commun accord, donc décide que les 100 millions d'euros là, donc ce sera donc la valeur du navire et que maintenant l'assureur donc l'accepte, alors ils ont défini une valeur agréée. Donc s'il y a un sinistre, ils ne pourront plus changer donc cette valeur. Donc ils vont renoncer donc à discuter donc de cette valeur. Maintenant, ce qu'il faut retenir donc c'est quoi exactement? Dans la pratique, parce que quand même à chaque fois que l'on comment dirais-je, que l'on fait un petit speech donc sur des modules donc qui touchent à la logistique, c'est vrai, il faut également ne pas occulter donc la pratique, hein?
n'est-ce pas? Donc ça, ce n'est que théorique. Mais normalement, lorsque quelqu'un, en tout cas chez moi, lorsque quelqu'un se présente pour assurer donc, n'est-ce pas, n'importe quoi, il faudrait impérativement que je jette un coup d'œil donc sur ce qu'il va assurer, déjà, hein. Mais aussi, s'il me donne donc une valeur aussi, ben, c'est pas une question donc de confiance, mais je vais quand même donc demander à quelqu'un qui s'y connaît de m'aider réellement à valoriser. C'est bien. Ce qui fait que donc dans la pratique, en réalité, les gens n'adoptent pas donc ce principe donc de valeur agréée. D'ailleurs même on note donc son abandon. On note son abandon au profit de l'option donc la plus sécurisante qui est donc la valeur expertisée. Oui, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que fait donc l'assureur? L'assureur donc va appeler, n'est-ce pas, un expert maritime donc qui est spécialisé en coques et machines. Bon, je taquine un peu donc mes parents diobènes, hein? Donc lorsque je dis donc coques et machines, je ne parle pas donc du coq, hein? Donc c'est au cul, les diobènes là et les siennes là. Donc je parle, n'est-ce pas, donc la coque du navire, donc C-O-Q-U-E, n'est-ce pas, hein? Alors, pour en revenir donc sur ça, en cas, n'est-ce pas, donc de contrat d'assurance, donc de souscription, donc l'assureur, donc qu'est-ce qu'il fait? L'assureur, n'est-ce pas, il va faire appel à un expert maritime, donc qui est spécialisé donc en coque et machine. Alors ce dernier, donc il y a mes parents Diobène qui me lancent donc des pics. Donc ce dernier, en tout cas, fera appel à un expert maritime et l'expert maritime donc va expertiser donc le navire, il va évaluer donc les différents compartiments donc du navire, n'est-ce pas? Il va regarder donc la coque. Bon, est-ce que c'est une coque en bois? Est-ce que c'est une coque en acier? Est-ce que c'est une coque en polyester? Il va en tout cas regarder donc la coque du navire, en tout cas son état, n'est-ce pas? Ensuite, il va regarder, n'est-ce pas, donc la salle des machines donc du navire. Il ira donc au niveau de la superstructure donc du navire. Il va en tout cas, il va regarder, il va passer donc le peigne fin sur le navire et in fine, il essaiera donc de donner une valeur. Donc c'est ce qu'on appelle donc la valeur à dire d'expert ou bien donc valeur expertise, n'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, le fait que les compagnies d'assurance donc recourent à cette valeur expertise? C'est parce que simplement, d'abord, il y a un risque donc de surévaluation donc du navire, comme je l'ai annoncé tantôt. Mais je dis bon, est-ce que l'assuré a réellement intérêt donc à surévaluer donc son navire? Je ne pense pas. Alors, il y a un risque donc de surévaluation donc du navire déjà, hein? Mais ensuite aussi, dans les années donc 1980, il y avait donc une fréquence, n'est-ce pas, donc de perte totale douteuse, n'est-ce pas, dans les années 1980. Alors, je pense même donc l'avoir expliqué donc la fois dernière, hein? Ce qui se passe, c'est quoi exactement? Il y a souvent, n'est-ce pas, donc des... Bon, si vous regardez bon, l'émission donc Enquête Impossible, hein? L'émission Enquête Impossible, que se passe-t-il? Généralement, on voit un conjoint ou bien une conjointe, n'est-ce pas, qui assassine donc son époux, simplement donc dans le but de récupérer donc l'assurance vie. C'est le même principe. La compagnie, comment on l'appelle donc, l'armateur ou bien l'assuré, il peut faire exprès donc pour couler son navire dans le but simplement donc de récupérer donc la pleine valeur d'assurance de son navire. C'est pourquoi les assureurs donc sont devenus très prudents parce qu'il y a des armateurs, n'est-ce pas, qui font exprès donc de couler leur navire, donc c'est-à-dire donc ils sabordent donc, voilà donc le mot, ils sabordent donc leur navire. Alors, l'assureur fait appel à un expert maritime qui va se prononcer donc sur l'état d'entretien donc du navire. Il va évaluer donc le navire sur coque, moteur, le matériel de pêche, évidemment si c'est un navire donc de pêche, n'est-ce pas? Si par exemple c'est un navire donc qui possède donc ses propres mâts de charge également, il va regarder donc les mâts. Ensuite, il va aussi se prononcer donc sur l'état d'entretien même donc de ce navire et surtout donc de sa navigabilité. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Alors, donc pour récapituler, donc il y a deux types de valeurs en assurance corps de navire. Vous avez donc d'une part donc la valeur, n'est-ce pas, d'assurance donc la valeur agréée, autant pour moi,
Donc, c'est les effets donc, du ramadan. Hein. Donc, la valeur agréée, donc, d'une part, et aussi donc la valeur expertise. Donc, pour rappeler, la valeur donc agréée, c'est une valeur donc qui est décidée donc d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré donc lors de la conclusion du contrat. N'est-ce pas? Mais par contre, donc, la valeur expertise, donc, c'est une valeur, n'est-ce pas, qui est, en tout cas, déterminée par un expert maritime, n'est-ce pas, auquel, donc, l'assureur a fait appel, et ce dernier, donc, a évalué le navire et il a donné, donc, une valeur. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vois également qu'il y a, donc, il y a beaucoup de nos amis, donc, qui nous suivent. Aliou Diouf, Kendi Nansenmo, n'est-ce pas? Bonsoir. Monsieur Fall, Monsieur Nyambo Fall, donc je vous salue. Donc, en tout cas, vous avez fait donc une prestation extraordinaire donc tout à l'heure. En tout cas, j'ai beaucoup appris donc de mon côté, n'est-ce pas? Monsieur Abdoulaye, donc bonsoir, donc notre étudiant. Senghor, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je continue. Nous allons maintenant aborder donc la tarification en assurance corps de navire. Alors, si je parle donc de tarification en assurance corps de navire, en tout cas, je fais simplement allusion à quoi? À la détermination donc de la prime d'assurance normalement que l'assuré donc devrait verser donc lors de la souscription. N'est-ce pas? Merci Patenias, donc ravi également de voir que vous nous suivez. Alors, vous êtes armateur, vous avez un navire et vous vous présentez donc auprès, n'est-ce pas, donc la compagnie d'assurance donc pour assurer votre navire. Alors, la compagnie, normalement, avant même donc de signer quoi que ce soit, il y aura donc, il va vous poser donc des questions. Donc, il y aura forcément donc un échange donc d'informations, n'est-ce pas? Il va vous demander donc beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, la première étape consistera simplement donc à faire un recueil donc d'informations. De quoi s'agit-il exactement? Donc, l'assureur va collecter le maximum donc d'infos qui concernent à la fois donc le navire, mais aussi son propriétaire. N'est-ce pas? Il va collecter le maximum d'infos. Il va demander, n'est-ce pas, donc le propriétaire du navire, c'est qui? Il va demander donc l'âge du navire. Mais bon, pour l'âge du navire, il a donc les moyens de connaître l'âge du navire. Il suffit simplement qu'il réclame le chiffre particulier donc du navire. On en avait parlé donc la fois dernière. Il va réclamer donc le chiffre particulier. Maintenant, au niveau donc du chiffre particulier, il lui suffit simplement donc de regarder une information. C'est sur la base maintenant donc de cette information qu'il connaîtra ou bien qu'il va définir donc l'âge de son navire. Alors, il va simplement regarder donc ce qu'on appelle le kill date. Donc, le kill date, c'est quoi? C'est la date pose quille. N'est-ce pas? Il va regarder donc la date pose quille et il saura exactement donc l'âge de votre navire. Il va chercher l'âge du navire. Il va chercher donc son domicile. Parce qu'on a dit que le domicile, au niveau du domicile, donc, le domicile, évidemment, donc, c'est le port d'attache ou bien le port d'immatriculation. Et dans ce port-là, on retrouve donc toutes les informations qui concernent à la fois donc, le navire et son propriétaire. Alors, il ira donc voir le domicile, il va chercher le domicile et évidemment, il l'aura. Il peut alors maintenant mener donc des investigations. Parce qu'un navire, ça ne coûte pas, c'est pas 50 millions de francs CFA. C'est pas 100 millions, c'est pas 300 millions, n'est-ce pas? Au contraire, c'est des millions d'euros, ou bien des millions de dollars. 200 millions d'euros, par exemple, c'est des milliards. Alors, il va rechercher donc le maximum d'informations qui concernent donc à la fois donc le navire et son propriétaire. N'est-ce pas? Il va chercher donc sa moralité, l'expérience même donc de l'assuré. En tout cas, il va chercher donc pas mal de renseignements sur le navire. Donc, ses caractéristiques techniques, donc son état d'entretien, l'existence ou non donc d'hypothèque, n'est-ce pas? Parce que quand même, il y a des gens qui sont terribles. Hein? Ils peuvent hypothéquer un bien auprès donc en tout cas donc d'une compagnie ou bien d'une banque et l'hypothéquer encore auprès donc d'une autre banque. Il y a des gens qui sont terribles. Donc vous voyez, voilà.
Alors, il va regarder donc l'existence ou non donc d'hypothèque. Il va voir donc si le navire donc a fait donc l'objet donc de vente, ou bien est-ce que le navire donc fait l'objet donc de saisie, ou bien donc de confiscation. Il va questionner même donc sur l'équipage donc du navire. Hein. Il va chercher donc beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et il va également se renseigner donc sur les statistiques donc des sinistres du navire. Ah oui, cet élément-là, il est fondamental. Il est fondamental. Cet élément, il est fondamental. Il est très normal que l'assureur donc se renseigne sur les statistiques donc des sinistres. C'est-à-dire donc c'est ce que j'appelle souvent donc la sinistralité donc du navire. La sinistralité, c'est le taux ou le nombre de sinistres donc sur une période donc d'été déterminée. Donc vous voyez, il va regarder donc les statistiques des sinistres, donc leur nombre, donc il y a eu combien de sinistres, n'est-ce pas? Leur origine donc c'est dû à quoi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dû à un problème donc de navigabilité donc du navire, n'est-ce pas? Alors si tel est le cas, c'est pas, n'est-ce pas? Et également donc surtout ce qui va l'intéresser donc c'est leur coût. Donc combien donc la sinistralité ou bien ces sinistralités ont coûté donc à l'armateur. C'est simplement donc pour voir est-ce que c'est sûr donc d'assurer ce navire. Donc vous voyez, parce que les assureurs là, comme j'ai dit, ils savent donc réclamer, n'est-ce pas, donc des primes, hein, mais indemniser, en tout cas c'est pas leur fort. Pas leur fort, ce qui est vrai. Alors je continue. Après avoir donc recueilli donc le recueil de l'information, donc c'est la première étape. Maintenant il y a une seconde étape. La seconde étape c'est quoi? Après avoir recueilli, n'est-ce pas, donc toutes ces informations, il faut maintenant donc les analyser. Il faut les analyser, c'est-à-dire il faut faire un traitement, n'est-ce pas? Il faut faire donc un traitement de toutes les informations que l'assureur donc a collectées, donc concernant à la fois donc l'armateur donc et, n'est-ce pas, et le navire. Il faut donc traiter ces informations obtenues, mais après les avoir donc traitées, il faut donc en faire le tri. Il faut en faire le tri. C'est vrai, c'est comme du brainstorming, n'est-ce pas? Donc informations tombent donc de gauche à droite, n'est-ce pas, pêle-mêle. Mais après, donc il faudra donc les analyser, il faudra donc traiter. Et après avoir traité maintenant donc ces informations-là et trier, la troisième étape donc consiste à faire quoi? À ne retenir, n'est-ce pas, que les informations donc jugées pertinentes. Donc vous ne retenez que les informations qui sont pertinentes. Maintenant, c'est à vous, n'est-ce pas, donc d'essayer de les mettre en place. Donc peut-être de les hiérarchiser, n'est-ce pas, donc je sais pas, je pense que le direct donc est revenu. Oui, c'est la connexion donc qui fait un peu de défaut. Alors je continue, n'est-ce pas? Alors, donc c'est la connexion qui faisait défaut. C'est bon, alors je continue. Alors je disais, après avoir donc analysé donc les informations, après avoir donc recueilli donc du moins les informations, il faut maintenant donc les analyser. Donc il faut faire, n'est-ce pas, un traitement. Il faut les traiter. Et après les avoir traités, donc il ne faut retenir donc que en tout cas que celles du moins que l'on a jugées donc pertinentes. Maintenant, c'est pour simplement donc voir si c'est bon d'assurer ou non donc le navire. Donc vous voyez, c'était simplement ça. Et enfin, après avoir diagnostiqué donc l'affaire, donc qui est la troisième étape, la quatrième étape donc consistera simplement donc à faire donc des déductions, n'est-ce pas? On va assurer donc le navire, en tout cas, maintenant il y aura aussi donc à négocier, parce que cette quatrième étape également, c'est la stratégie donc de négociation et de tarification. Donc il faut négocier donc avec l'assuré. Il faut voir donc si on va lui faire donc des réductions, si on va peut-être donc augmenter donc certaines choses. Parce que peut-être que donc le risque de sinistralité donc est élevé. Il faudra donc voir les modalités donc de paiement. Il faudra donc peut-être réfléchir également sur l'introduction ou non donc de franchise, etc. donc etc. Et évidemment aussi calculer donc la prime d'assurance. N'est-ce pas? Alors, Mamadou Thiam, oui, donc il me demande est-ce qu'il existe donc des risques exclus en assurance maritime. Oui, Mamadou, ça fait donc l'objet déjà donc d'une de nos lives là. Oui, on en a parlé. Bon, à la fin donc j'essaierai donc de revenir.
Fatou Ndiaye Sow, bonsoir, bonsoir. Merci donc de nous suivre donc sur Marketing TV. Ami Habi Iboulaye aussi, donc bonsoir. Junie Ndiaye, bon, Abdoulaye Li, Serindour, merci. Donc merci pour vos, en tout cas, donc vos encouragements. Merci. Donc merci Aliou Diouf. Merci Baba Karfal. Donc merci à tous. Alors, je continue. Alors, après avoir maintenant recueilli donc les informations, donc les avoir traitées, les avoir triées, donc après avoir fait donc un diagnostic, vous avez diagnostiqué, vous avez regardé, vous avez négocié. Maintenant, il faudrait alors s'atteler donc au calcul de la prime d'assurance. Mais maintenant, pour le calcul donc la prime d'assurance, donc chers followers, il faudrait tenir compte donc de certains paramètres, parce que donc il y a des paramètres donc qui vont entrer évidemment donc dans le calcul de la prime. Et parmi donc ces paramètres, évidemment donc il y a donc le type de navire. Est-ce qu'il s'agit donc d'un corps de commerce ou bien est-ce qu'il s'agit donc d'un corps de pêche? Ce qui est sûr et certain, si par exemple vous avez donc un porte-conteneur, vous avez un porte-conteneur, le porte-conteneur, par exemple, qui a une capacité, par exemple, donc de 16 000 EVP, ça ne va peut-être pas payer donc la même prime qu'un porte-conteneur, donc peut-être du même âge, mais par exemple, qui a 10 000 EVP. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Alors, il y a le type de navire. Bon, un corps de pêche, un petit chalutier, n'est-ce pas, ne payera peut-être pas donc la même prime, n'est-ce pas, donc un euro, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, premier paramètre, en tout cas, qui va entrer donc dans la détermination donc de la prime d'assurance. Donc, évidemment, donc il y a le type de navire. Il y a également donc la nature de la coque. Est-ce que donc la coque est en bois? Est-ce que donc c'est une coque en acier ou bien est-ce que donc c'est une coque en polyester, etc., etc. Évidemment, donc il y aura aussi donc l'âge du navire, n'est-ce pas? Un navire, n'est-ce pas, donc qui est neuf. En principe, donc, il y a moins de risques de sinistre. Mais un navire, n'est-ce pas, donc, qui date de Mathusalem, donc peut-être que donc, la sinistralité donc, est élevée parce qu'il est âgé. N'est-ce pas? Peut-être qu'il a amorti donc, depuis longtemps. Donc, l'âge du navire, il y a aussi deux aspects techniques dont on avait parlé lorsqu'on était en train donc, de faire le descriptif donc, du navire. Il s'agit donc de quoi exactement? Il s'agit donc du tonnage donc, du navire. Mais le tonnage, donc, c'est pour les corps de pêche, n'est-ce pas? Et aussi, bon, pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'étaient pas là donc la fois dernière, le tonnage donc c'est le volume du navire. Donc c'est le volume du navire et on avait dit que donc il était exprimé donc en tonneaux de jauge, donc une unité de mesure anglaise qui était équivalente à 2,83 mètres cubes ou bien 100 pieds au cube, n'est-ce pas? Donc il y a le tonnage donc du navire, mais il y a également donc le port en lourd. Donc le port en lourd, pour rappel, donc c'est la capacité donc maximale que peut transporter donc le navire. Donc il est exprimé donc en tonnes port en lourd, bien deadweight tons, n'est-ce pas? Autre aspect qui va certainement influer donc sur le montant donc de la prime, il y a également évidemment donc la garantie que vous allez souscrire, n'est-ce pas? Pour quelqu'un par exemple qui prend une garantie tout risque, il ne paiera pas la même chose que quelqu'un qui prend une garantie FAP sauf par exemple. Ou bien quelqu'un qui prend une garantie FAP absolument. Ou bien quelqu'un qui prend une garantie, n'est-ce pas, comment dirais-je, une garantie donc FA absolument. Une garantie perte totale et délaissement, donc il y a la garantie minimale. Le montant de la prime donc ne peut être, n'est-ce pas, donc la même chose. Et encore, donc s'il y a, n'est-ce pas, donc des clauses, n'est-ce pas, additionnelles. Donc, juste pour paraphraser donc, mon ami donc, Baba Kandiaï, donc la fois dernière. Daoud Ndiaye, je pense bien. N'est-ce pas? Vous voyez? Alors, je continue. Donc, je disais, n'est-ce pas, donc la garantie donc, souscrite. Donc, ce n'est pas encore terminé. Évidemment aussi, donc, il y aura donc la valeur du navire. Le montant de la prime, n'est-ce pas, d'assurance est aussi fonction de la valeur d'assurance donc du navire. C'est pourquoi donc tout à l'heure on avait parlé donc de quoi? Il faut impérativement donc déterminer cette valeur.
n'est-ce pas? Soit on se fie donc sur ce que dit donc l'assuré, ou bien on fait appel à un expert. Et l'expert maritime, lui, viendra donc donner une valeur expertise. Mais quoi qu'il en soit, la valeur d'assurance, n'est-ce pas? La valeur d'assurance, n'est-ce pas, donc du navire, donc fait partie donc des paramètres donc de la tarification, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a également un élément qui est fondamental. Moi, j'avais tantôt dit que lorsqu'on fait donc le recueil de l'information et qu'on fait également donc le tri, après, il faudra, n'est-ce pas, donc hiérarchiser. Moi, il y a un élément fondamental que je ne laisserai pas, n'est-ce pas, donc voilà, que je vais certainement donc prioriser. C'est quoi exactement? C'est la sinistralité donc du navire. Ah oui. La sinistralité, comme je l'ai dit tantôt, c'est le nombre de sinistres ou bien donc le taux de sinistre donc de ce navire. Si par exemple c'est un navire qui a tout le temps donc des accidents, alors forcément il faudrait peut-être donc revoir donc le montant de la prime ou bien mettre en place même donc une surprime. Parce que le risque donc il est élevé. Peut-être que donc il a un état d'entretien donc qui n'est pas tellement ça. Et si par exemple je regarde, n'est-ce pas, donc le coût même donc de ces sinistres et que je me rends compte également que c'était cher, alors là aussi j'ai pas le choix. Il faudrait impérativement en tout cas que j'augmente donc le taux de prime. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Alors forcément il faudrait regarder, n'est-ce pas, donc éventuellement, c'est une éventualité, donc c'est pas une règle, hein, mais c'est une éventualité, c'est une éventualité. Donc il faut éventuellement regarder donc la sinistralité donc de l'armement dans les 3 ou 5 dernières années, n'est-ce pas? Alors, je réponds en même temps. FAP donc signifie franc d'avarie particulière. Hein? Je pense qu'il y a même quelqu'un qui l'a écrit. Oui, c'est bien Aliou Diouf. Bon, peut-être que vous venez de nous suivre, hein, mais on en a parlé donc, n'est-ce pas, donc la semaine dernière, je me rappelle si je ne me trompe. Alors, mais aussi, il y a un élément fondamental aussi que peut-être l'assureur peut considérer toujours donc dans la détermination donc de la prime. Il peut également regarder donc les zones géographiques donc que le navire donc va desservir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les zones géographiques, bon, l'itinéraire généralement que le navire donc prend, n'est-ce pas? Par exemple, un navire, n'est-ce pas, qui a l'habitude donc de fréquenter, n'est-ce pas, donc comment dirais-je, donc certaines eaux comme les larges donc la côte somalienne, Pategnas, n'est-ce pas? Ou bien par Babakandiaï, donc les larges de la côte somalienne, vous savez exactement ce qui se passe là-bas. Ou bien, n'est-ce pas, donc le golfe d'Aden, n'est-ce pas? Donc c'est des zones qui sont infestées donc de pirates. Alors, parce que là donc le risque peut être élevé. Maintenant, là aussi, je ne dis pas que la piraterie fait partie donc des risques qui seront couverts, hein, mais je veux simplement, excusez-moi, donc je veux simplement dire par là que, par exemple, l'assureur peut faire une proposition à son assuré. Lui dire que, par exemple, je peux vous vendre donc tout risque, mais il faudrait que l'on insère une clause additionnelle. On va racheter donc la piraterie. Parce que donc cette zone-là, elle n'est pas tellement sûre. Donc on va la racheter et maintenant ça va générer quoi? Le paiement donc de surprime. N'est-ce pas? Alors, je reprends. Les paramètres donc de la tarification. Vous avez donc les types de navires. Vous avez donc la nature, n'est-ce pas, donc la coque. Vous avez donc l'âge donc du navire. Vous avez donc le tonnage. Vous avez donc le port en lourd, n'est-ce pas? Bon, le tonnage pour les corps de pêche, donc le port en lourd donc pour les corps de commerce. Vous avez également donc la garantie donc souscrite. Vous avez donc la valeur donc l'assurance donc du navire. Vous avez donc la sinistralité donc du navire et vous avez aussi donc la limite, n'est-ce pas, les limites géographiques donc de navigation ou bien donc les zones géographiques. Maintenant, après avoir considéré donc tous ces paramètres là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il sera maintenant question donc de calculer donc la prime d'assurance. Alors, cette prime d'assurance-là, comment fait l'assureur? L'assureur, n'est-ce pas, le calcul de la manière suivante. Il dit que prime d'assurance, prime donc matérialisée donc par la lettre P, donc prime P égale prime avarie plus prime perte totale et délaissement. N'est-ce pas? Donc prime égale prime avarie plus prime perte totale et délaissement. Donc P égale PA plus PPTD. N'est-ce pas? Donc P égale
PA plus PPT, PPTD. C'est bon? Donc, la prime avarie donc, sert à payer donc, les avaries partielles, n'est-ce pas? Les avaries particulières, comment dirais-je, les avaries communes, le recours de tiers si vous voulez. Parce qu'en fait, en matière donc comment on l'appelle donc d'avarie, on a deux types. D'une part, il y a ce qu'on appelle donc les avaries dommages. Donc les avaries dommages, c'est les dommages, n'est-ce pas, que vous avez subis. Les avaries dommages. Mais si vous subissez donc des dommages, vous pouvez également engager donc des frais. Vous suivez? Vous pouvez engager donc des frais de réparation, des frais de remboursement, etc. Donc vous avez engagé donc des frais. Alors là, vous les appellerez comment? Donc des avaries frais. Donc vous avez donc les avaries dommages, mais également donc des avaries frais. Vous voyez? Donc la prime avarie donc sert à payer donc les avaries particulières, frais comme dommages, les avaries communes, oui, même peut-être donc le recours de tiers, donc des frais d'assistance, n'est-ce pas? Parce que vous avez été assisté et cette assistance-là donc a fait donc l'objet d'une rémunération, c'était pas gratuit. Donc vous voyez. Alors la prime avarie donc sert à payer donc les avaries, tandis que mon téléphone, c'est ce qui a coupé donc la vidéo. Alors la prime, n'est-ce pas? Perte totale donc et délaissement que j'ai appelé PPTD, donc sert à payer donc la perte totale et le délaissement, n'est-ce pas? Alors si vous vous rappelez très bien, la perte totale c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un naufrage, hein? Donc le navire donc a eu un naufrage. Le navire donc a eu un naufrage, donc il est perdu, il est, n'est-ce pas, donc dans les profondeurs donc maritimes. Je l'ai dit donc la fois dernière, donc lorsque j'avais abordé donc les risques couverts, j'avais dit que le naufrage c'est une perte totale donc du navire qui en cours de navigation coule et est réduit à l'état d'épave, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc on sait c'est quoi la perte totale. Maintenant c'est quoi donc le délaissement? Donc si vous m'avez suivi également la fois dernière, de toute façon on va en reparler. Le délaissement, c'est quoi? Délaissement veut dire simplement abandon, donc de manière beaucoup plus simple. Hein? Donc qu'est-ce qui est abandonné? C'est le navire donc qui est abandonné par qui? Par l'assuré. Au profit donc de qui? Au profit donc de son assuré. Quand est-ce? Lorsqu'il y a une perte totale, ou bien lorsqu'il y a un naufrage, ou bien lorsqu'il y a d'autres cas, on verra plus ultérieurement. Alors la PPTD donc permet donc de payer donc la perte totale et le délaissement, n'est-ce pas? Alors la prime avarie, elle est calculée donc en somme par TJB pour les unités de pêche et les cargos, n'est-ce pas? Vous voyez, donc en tout cas pour les corps de pêche, et par TPL, n'est-ce pas, donc pour les pétroliers, les minéraliers, donc les corps de commerce, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est bon? La prime perte totale et délaissement, comment elle est calculée? C'est un pourcentage donc qui est appliqué donc à la valeur donc d'assurance du navire, mais également en fonction donc de son âge, mais également aussi en fonction, n'est-ce pas, donc de la typologie donc de la coque donc du navire. Donc c'est bon jusqu'ici. Alors on va continuer encore un peu. Voilà. On va continuer un peu. Donc je vois qu'il y a Papa Bakandiaï donc qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Oui, Patagnas, donc oui, effectivement donc la piraterie. Oui. Bonsoir donc monsieur le modérateur, donc le coordonnateur monsieur Khalifa Dramé. En tout cas, je disais tantôt que tu avais brillé donc par ton absence, hein. En tout cas, donc merci d'être là avec nous. Donc merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Donc merci Juninho. J'espère bien que tu joues également très bien au foot, donc comme ton homonyme. Hein. Donc, merci. Alors, je continue. On va maintenant parler rapidement, et je pense que donc c'est là où on va arrêter donc ce live.
On va parler donc maintenant rapidement donc du règlement donc des sinistres. Alors, lorsque maintenant l'assuré a eu un sinistre, donc son navire est endommagé par l'un donc des événements dont on avait parlé donc la fois dernière. Par exemple, le navire a été secoué par une tempête. Donc la tempête a tellement secoué le navire que finalement ce dernier donc a jeté du lest. Ça peut arriver. Donc sur ordre donc, du capitaine donc, du navire. Ou bien il y a eu un incendie à bord, ou bien il y a eu un abordage donc, entre deux navires, ou bien le navire donc, a violemment heurté donc, le mur de quai pendant l'opération, n'est-ce pas, donc d'accostage, ou bien pendant le pilotage donc, du navire, n'est-ce pas? Alors un sinistre donc s'est produit. Maintenant, lorsqu'un sinistre donc se produit, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, tout le monde sait que lorsqu'il y a un sinistre quand même, il faudrait songer donc, à préparer donc, un dossier de réclamation, quel que soit donc le type d'assurance. Assurance automobile, assurance d'un bâtiment, donc d'un entrepôt. Il y a eu donc, comment on l'appelle donc, une inondation, des choses comme ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que impérativement donc il faut préparer donc son dossier de réclamation. Mais avant ça, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a donc un sinistre en assurance corps de navire, donc il existe donc deux types de règlements. Il y a donc deux règlements. Il y a le règlement en avarie, n'est-ce pas? Il s'agit donc du règlement donc des avaries matérielles, des avaries frais, du règlement donc de l'avarie commune, ou bien de la contribution aux avaries communes, du règlement donc des frais d'assistance, du règlement de recours exercé donc par un tiers donc pour dommages matériels donc subis, n'est-ce pas? Mais il y a également de l'autre côté le règlement donc en délaissement. Alors, c'est quoi donc le délaissement? Comme je l'avais dit tantôt, le délaissement, c'est la faculté que possède l'assuré donc en cas de sinistre grave d'exiger le remboursement de la pleine valeur d'assurance, donc moyennant le transfert de propriété du navire ou de ce qui en reste. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on appelle donc abandonnement policy. Vous voyez? Donc, l'assuré abandonne son navire au profit donc de l'assureur. N'est-ce pas? Alors, maintenant, ce délaissement-là, quand est-ce qu'il peut être exercé? Ce délaissement donc peut être exercé que si on a au moins donc l'une des conditions que je vais citer donc ci-après. Alors, qu'on appelle évidemment donc les cas de délaissement, qu'on appelle donc les cas de délaissement, n'est-ce pas? Le premier cas, c'est quoi exactement? Le premier cas, c'est lorsqu'il y a une perte ou destruction donc du navire en cours de navigation. Donc, lorsqu'il y a donc un naufrage. Donc, lorsqu'il y a un naufrage, donc l'assuré peut abandonner son navire au profit donc de l'assureur. N'est-ce pas? Deuxième cas de délaissement, c'est quoi exactement? C'est lorsque le montant des réparations des avaries à la charge donc de l'assureur augmenté des frais de renflouement du navire atteint ou dépasse donc la valeur assurée. Alors, je donne un exemple. Vous avez un navire donc qui coûte 100 millions d'euros. Il y a eu un naufrage. Le navire donc fera donc l'objet d'un renflouement. Ensuite, après avoir renfloué le navire, il faudra maintenant le remorquer, n'est-ce pas? En tout cas donc vers un dock. Donc ça peut-être donc le dock de Dakar-Nave, donc pour une éventuelle donc réparation navale. Bon, ce qui est sûr et certain, au niveau, n'est-ce pas, donc de Dakar-Nave, ce ne sera pas simplement un carénage, loin de là même, parce que le navire donc il est complètement peut-être bousillé. Peut-être que donc les moteurs ont pris donc de l'eau, évidemment ils vont prendre donc de l'eau. Peut-être, en tout cas, il y aura beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Il y aura un problème d'espace donc dans mon téléphone donc qui fait des coupures, n'est-ce pas, donc par intermittence. Donc j'en suis vraiment désolé, donc je présente donc mes excuses. Alors, je continue. Lorsqu'il y a donc un naufrage, donc par exemple, on renfloue le navire, donc le renflouement là, il faut le payer. Le navire donc fera l'objet donc d'un remorquage, donc jusqu'à un port et que évidemment donc vers un dock, un dock donc flottant, peut-être donc le dock de Dakar-Nave,
Il y aura donc de la réparation, il y aura pas mal de choses. Ce ne sera pas un simple carénage. Donc vous voyez. Ensuite, une fois là-bas aussi, donc il y aura donc des frais de réparation. Vous voyez, il y aura donc des frais de réparation. Donc, en tout cas, il y aura, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Ce qui fait que donc, le montant que vous avez payé donc pour le renflouement, augmenter donc des frais de réparation peut dépasser facilement donc la valeur d'assurance. Alors là, l'assuré peut opter pour un délaissement. Il délaisse donc le navire donc au profit donc de son assureur, qui peut accepter comme il peut ne pas l'être. Donc je rappelle que l'assureur peut accepter donc le délaissement, c'est vrai, il peut l'accepter, n'est-ce pas? Il peut même l'accepter, mais sans transfert donc de propriété. Il accepte, n'est-ce pas, que vous délaissez donc le navire. Donc c'est-à-dire, il va simplement rembourser donc la pleine valeur d'assurance, mais votre navire là, vous le gardez. C'est ce que j'entends par il peut ne pas l'accepter. Alors, troisième cas donc de délaissement, c'est quoi? En cas donc d'impossibilité donc de réparer donc le navire, soit parce que les moyens techniques donc sont impossibles, il est impossible donc de réparer le navire, ou bien les pièces même nécessaires donc à la réparation sont inexistantes donc sur le marché. Bon, pour résumer, il est impossible donc de réparer donc ce navire. Il est impossible, n'est-ce pas? Impossible de réparer donc le navire. Alors là aussi, l'assuré du moins peut abandonner son navire au profit donc de son assureur. Quatrième cas, c'est quand c'est en cas de disparition ou d'absence donc sans nouvelles donc du navire. Oui. Si par exemple, il n'y a aucune nouvelle donc du navire, depuis qu'il a appareillé donc dans un port, donc il a quitté, ensuite donc voilà, plus de nouvelles, plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, donc il n'y a pas de nouvelles. Alors je peux venir, n'est-ce pas, auprès donc de mon assureur et lui signifier que le navire donc je l'ai perdu, je n'ai pas de nouvelles, alors je l'abandonne. Donc lui aussi, il peut l'accepter, n'est-ce pas, comme il peut ne pas l'accepter. Ouais. Alors, le délaissement maintenant, il doit être notifié donc à l'assureur. Donc dans les 3 mois de l'événement donc il donne lieu. Donc vous avez eu un sinistre, il y a eu un naufrage. En tout cas, vous avez donc 3 mois donc pour le lui notifier. Vous lui notifiez que vous délaissez donc le navire. Maintenant, en notifiant donc le délaissement donc à l'assuré, à son assureur, l'assuré donc doit déclarer toutes les assurances, n'est-ce pas, contractées sur ce navire. Toutes les assurances. Généralement, l'assurance corps de navire, donc les montants sont tellement importants. Les montants sont très importants parce que c'est des milliards. Ce qui fait que généralement, les gestionnaires de navires ne s'assurent pas auprès juste donc d'une seule compagnie d'assurance. Ils peuvent contracter, n'est-ce pas, plusieurs compagnies. N'est-ce pas? Ils peuvent contracter donc plusieurs contrats. Ils peuvent faire plusieurs souscriptions avec PA, avec AXA, avec Grâce Savoir, avec je sais pas, son assurance, etc. Je donne juste donc des exemples. Ils peuvent contracter plusieurs assurances. Maintenant, en lui notifiant donc le délaissement, l'assuré aura l'obligation donc de lui révéler toutes les assurances qui ont été contractées sur ce navire. C'est pour éviter simplement après qu'il y ait donc un conflit d'intérêt. Parce que si par exemple, plusieurs assureurs donc se présentent donc pour réclamer donc la propriété du navire, finalement donc il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien, vous pensez donc être finalement le propriétaire donc du navire parce qu'on vous l'a délaissé. Oui, c'est en même temps pour répondre à Mam Salou. Mam Salou, donc si l'armateur donc a accepté donc le délaissement, du moins l'assureur, autant pour moi, si l'assureur donc a accepté donc le délaissement, il devient finalement donc le propriétaire du navire. C'est ce que j'ai dit. C'est la faculté que possède l'assuré donc en cas de sinistre donc grave, n'est-ce pas, de réclamer donc la valeur d'assurance du navire, mais de transférer donc la propriété donc du navire, n'est-ce pas, donc à son assureur. Donc vous voyez. Maintenant, l'assureur a la faculté d'opter pour l'acceptation du délaissement
et de la perte totale sans le transfert donc de propriété. Il a la possibilité. Donc il dit à l'assuré, ok, d'accord, votre navire est endommagé, il y a eu un naufrage, vous l'avez perdu, d'accord, je vais vous rembourser donc la pleine valeur d'assurance de ce navire, mais je n'accepte pas donc le transfert de propriété. N'est-ce pas? Après maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'assureur donc doit préparer donc son dossier de réclamation. N'est-ce pas? Il doit préparer son dossier de réclamation. Mais maintenant aussi, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en cas de sinistre, donc ça également, on va en parler donc dans la partie assurance faculté que nous allons certainement aborder donc lors de notre prochain live. Donc, lorsqu'il faut préparer donc son dossier de réclamation, bon, avant tout, il y a donc des obligations, n'est-ce pas, donc de l'assuré. Parce qu'en cas de sinistre, ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est toujours donc des mesures conservatoires. Parce que l'assureur, il va te demander, lorsque donc le sinistre donc s'est produit, quelles sont, n'est-ce pas, donc les mesures que vous avez faites donc dans le but comment dirais-je, donc de limiter donc les avaries ou bien même de sauver. N'est-ce pas? Donc il faut impérativement donc des mesures en tout cas sauver ce qui peut l'être. Voilà. Et maintenant, vous allez préparer donc votre dossier de réclamation. Bon, cette partie-là, je vais la mettre donc en suspens parce que c'est les mêmes procédés que l'assurance donc marchandise. Il faut préparer son dossier. Et on sait que généralement, il faut faire appel donc à un expert qui viendra expertiser. Mais le plus souvent, le conseil que je donne, c'est quoi exactement? Il faut que l'expertise donc se fasse de manière contradictoire, donc devant toutes les parties intéressées, n'est-ce pas? Ensuite, prendre donc des photos, n'est-ce pas, préparer son dossier, donc faire un devis estimatif donc des dommages que vous avez donc subis et maintenant tout préparer et remettre ça, n'est-ce pas, donc à l'assureur. Maintenant, ça aussi, vous devez le faire donc dans un délai de 30 jours à compter de la date, n'est-ce pas, à laquelle du moins, vous devez, n'est-ce pas, donc le faire. Maintenant, comment dirais-je, l'assureur également, il doit aussi vous indemniser au plus tard donc dans un délai donc de 30 jours, hein, n'est-ce pas, donc à compter donc la date à partir de laquelle donc le dossier donc lui a été remis, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais m'arrêter donc à ça. Donc on a fait à peu près en tout cas 1 heure de temps, bon, enfin presque 1 heure. Bon, on devait normalement commencer à 16 heures, mais le live précédent, n'est-ce pas, de l'éminent prof monsieur Niambo Fall, donc a empiété donc sur en tout cas donc sur le mien. Voilà, mais c'est normal, donc la première fois c'est toujours comme ça, donc le temps d'intégrer donc la page Marketing TV Monde, n'est-ce pas? Donc je remercie donc tous nos chers followers. Donc si vous n'étiez pas là, nous aussi on ne serait pas là, hein? Donc on vous remercie, Mam Salou, donc merci 1000 fois. Vraiment, Pape Babacar. Alors, Pape Babacar Ndiaye me demande donc pourquoi le Diola, le fameux bateau de Diola, donc n'est-il toujours pas renfloué? Babacar, en tout cas, ce que je sais, c'est que si je ne me trompe, c'est peut-être entre 2006-2007, si je ne m'abuse, hein, si je ne me trompe sur la date. D'après ce que j'ai eu comme info, il y avait une compagnie suédoise qui avait accepté même donc de renflouer donc le navire, hein, gratuit pour le compte du Sénégal. Mais d'après également certains dire, le président Wade donc avait refusé parce que bon, il voulait pas rêver donc des souvenirs et puis il a avancé également à la thèse qu'il ne voulait pas heurter donc les consciences. Parce que si on renfloue également le navire, bon, il se peut que l'on voit donc des choses horribles à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus de 2000 personnes donc ont péri, hein, n'est-ce pas? Si je me rappelle bien, M. Khalifa Drame l'avait dit donc la fois dernière, donc c'est l'histoire donc la plus tragique, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt donc d'oublier. Ça n'est jamais arrivé donc dans l'histoire maritime, le fameux bateau donc le Diola. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé, hein. Bon, il y a eu plus de 2000 personnes, n'est-ce pas, donc qui en tout cas donc qui ont péri à l'intérieur. Maintenant, pourquoi c'est pas renfloué? Ben, on va peut-être donc poser la question à nos autorités. Il faut demander ça au président Macky Sall.
est-ce qu'il peut, est-ce qu'on ne devrait pas donc renflouer donc le navire? Bon, les avis quand même sont partagés, Babacar. Les avis sont partagés. Certains sont pour, donc d'autres sont contre. Hein? D'autres sont contre, mais bon. Donc merci vraiment. J'espère qu'on va se retrouver. Inch'Allah, on va se retrouver. C'est pas encore terminé. Donc je suis derrière donc mes deux directeurs, donc Monsieur Laïbamba Seck et Monsieur Khalifa Babacar Dramé. Donc je suis derrière eux. Donc s'ils nous voilà, donc en tout cas nous on est là quoi. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, comment dirais-je, je tiens également à remercier Monsieur Mokhtar Thiam, donc qui nous suit également. Pape Babacar Ndiaye également, l'infatigable, hein, comme Laïbamba, hein? Donc toujours là. Hein? Donc merci beaucoup, merci à Aliou Diouf. Donc c'est également un plaisir également de voir vos réactions sur nos vidéos, bon, tous les intervenants. Donc il est toujours présent. Abdoulaye, merci beaucoup. Merci donc Limina Pategnas. Merci également Julinho. Merci beaucoup Babacar. Merci beaucoup. Je pense que oui, donc il y a donc notre ami Prince Sylvanie, donc Macaro, qui nous dit oui, donc le golfe de Guinée, oui, tout à fait. Donc ça fait partie également donc des zones qui sont infestées donc des pirates. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors donc sur ce, donc je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que nous allons très vite donc se revoir, Inch'Allah, donc avec d'autres vidéos. Merci. Merci et bon Ramadan à nos cholos donc musulmans. Merci.